Bismillahirrahmanirrahim. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Euh, Salutations à vous toutes et à vous tous en ce début d'après-midi de la rencontre annuelle des musulmans du Nord. Donc, l'un des éléments les plus forts, je dirais, de cet après-midi, de cette rencontre, c'est cette table ronde autour de la famille. Alors, autour de la famille, beaucoup de questions se posent aujourd'hui. Et notre table ronde s'intitule « Famille entre crainte et perspective ». Les craintes que nous avons tous, les craintes que toutes je dirais, les familles qu'on veut appeler aujourd'hui traditionnelles, malheureusement, on est obligé d'ajouter un adjectif à la famille, à la question de la famille, puisque aujourd'hui on veut qu'il y ait la famille monoparentale, la famille homo, la famille recomposée. Et donc la famille qui jusqu'à aujourd'hui, comme peut-être l'ont évoqué les conférences qui ont précédé, qui sont une famille fondée d'un homme, d'une femme, d'enfants, etc., une famille qu'on veut au maximum équilibrée, cette famille devient la famille traditionnelle. C'est-à-dire que sans cet adjectif traditionnel, elle ne serait pas quelque part reconnue. Et encore, dans les jours qui vont venir, quelle serait sa place parmi justement ces autres familles? Alors pour traiter des inquiétudes aujourd'hui, des inquiétudes qui ont donné naissance au mouvement qu'on a connu, qui est la Manif pour tous, au mouvement qu'on a connu également, qui étaient les JRE à un moment donné, des journées de retrait d'enfants des écoles, à toutes ces inquiétudes qui ont donné également naissance à des mini-mouvements dans les villes et dans les lieux dans lesquels vous vous trouvez aujourd'hui, dans vos quartiers, à ce qu'on appelle les vigigenders, c'est-à-dire les lieux de vigilance, et également le fait que des parents soient inquiets aujourd'hui, du fait que je dirais des associations qui, sous couvert de protection des couples homosexuels, vont s'inviter à l'intérieur des écoles primaires, notamment maternelles et primaires, et donc l'inquiétude commence à grandir au sein d'un certain nombre de familles. On entend également parler de programmes scolaires. Rumeurs, réalité, vérité, ou bien on est simplement en train de crier au loup et qu'il n'en est rien en fin de compte. Et donc on entend en même temps des déclarations politiques selon lesquelles il n'a jamais été question de rien, que ce n'était que des rumeurs, alors que d'autres de dire, et spécialisés dans la question, que non, il y a tout un processus et que le mariage homo de l'année dernière, que les programmes scolaires, que la théorie du gender, tout cela est un processus et donc le processus n'est pas terminé et qu'il va beaucoup au-delà. Pour parler de tout cela, donc avec moi, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir, honneur aux dames, donc le docteur Fatiha Ajebli, que je vous demande donc d'accueillir par vos applaudissements, et qui est donc docteur en sociologie, qui va évoquer la question, chacun bien entendu sous son nom qui est sociologique. Nous avons donc M. Patrice André qui nous vient de Marseille et qui est, Patrice André qui est sur ma gauche, donc ils ne se sont pas assis aux endroits que j'avais psychologiquement prévus. Vous voyez que parfois ça peut changer, et donc il nous vient du sud, hein. Moi je ne perds pas le nord, qui vient du sud et donc qui vient de Marseille où il est magistrat. Alors vous avez je dirais le privilège de l'écouter, parce qu'à Marseille ils n'ont pas le droit de l'écouter. J'ai voulu l'inviter moi-même à la rencontre annuelle des musulmans du Sud avec M. Ngazou, mais il n'était pas question parce qu'il est tenu par un devoir de réserve là où il travaille. En tant que magistrat, il n'a pas le droit de prendre la parole et de s'exprimer sur un thème comme celui-là. Nous avons, nous, par contre, dans le Nord, où nous avons le soleil aujourd'hui, la possibilité donc de l'accueillir. Donc merci d'être venu et merci d'être parmi nous. Et donc pour finir, notre ami Damien Tempé, qui a été donc coordinateur dans ce mouvement qui est la Manif pour tous, à partir du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'était le responsable Nord-Pas-de-Calais. Et puis après ce mouvement-là, après où il continue toujours à être, hein, où j'ai moi-même servi également en coordination avec l'UOIF. D'ailleurs, je continue à le faire sur un plan national, mais toujours est-il que maintenant, il se lance un peu dans autre chose, dans un mouvement de pensée, dans un mouvement philosophique qui s'appellerait écologie humaine et dont il parlera. Alors, la première question, donc voilà, donc veuillez également l'applaudir. Voilà. Donc nous allons du nord vers le sud, et donc je voudrais, messieurs, dames,
celui qui se sent la parole de la prendre. D'abord qu'on parle de cette question de la famille, la question des inquiétudes. Est-ce qu'il y a réellement lieu de s'inquiéter aujourd'hui? Et est-ce que c'est parce que, bon, hier il y a eu le Pacs, je dirais, ça n'a pas bouleversé vraiment la société française dans son fonctionnement? Est-ce que le fait de parler de certaines théories aujourd'hui, est-ce que le fait de parler de GPA, de PMA, quel est le degré de pratique? Le Pacs lui-même, on dit qu'en fin de compte, il est plus pratiqué aujourd'hui par les couples hétéros qui veulent éviter les contraintes, hein, monsieur le magistrat du mariage, et aller vers donc des choses beaucoup plus faciles en termes de contractualisation. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Est-ce que la société va rester telle qu'elle est et qu'il n'est pas question de la modifier? Ou est-ce que réellement, il y a lieu de s'inquiéter parce que si on n'est pas assez vigilant, peut-être que demain, notre famille, la famille qu'on évoque, hein, je veux dire, nous aujourd'hui, rencontre annuelle des musulmans du Nord l'oblige, le thème famille a ramené quand même les gens que vous voyez ici, qui s'attendent à des choses, puisque nous avons une famille, une valeur familiale, où nous rejoignons nos amis catholiques, où nous rejoignons nos amis juifs, et sur lesquels nous sommes réellement attachés. Alors j'ai pris la parole longuement, vous l'aurez remarqué, mais je vous assure, par la suite, je la prendrai beaucoup moins, afin de faire surtout les transitions. Alors qui veut le premier réagir? Écoutez, à ce moment-là, je vais me lancer. Je vais commencer. Monsieur, je vais répondre très brièvement à vos questions en prenant la dernière tout d'abord, l'effet du Pacs. Ce qu'il faut comprendre d'emblée, c'est que le Pacs n'a pas vraiment posé de problème à certains égards, dans la mesure où il n'y avait pas d'affichage public. Il n'y avait pas d'affichage symbolique fort. Et donc, les tenants de ce que nous appelons désormais l'idéologie du gender, pour eux, c'était simplement une étape. Et ils le disaient à l'époque. Ce qu'ils souhaitent, ces tenants de l'idéologie du genre, c'est détruire de l'intérieur l'idée même d'un mariage. Et donc le Pacs, c'était une étape pour eux avant d'en arriver à celle que nous avons connue l'année dernière et avec le vote de la loi de Madame Taubira. Et alors, il faut être très clair. Les tenants de cette réforme ne veulent pas de ce mariage. Je vais vous donner quelques exemples très brièvement. Madame Mécari, qui est une des principales avocates de cette cause, qui est une avocate d'ailleurs, n'hésitez pas, dans une interview qu'elle a donnée en janvier 2013, à déclarer très clairement qu'il fallait profiter de cette réforme pour supprimer dans le mariage l'obligation de fidélité et la présomption de paternité. C'est la même Caroline Mécari qui déclarait, lors d'un débat privé organisé au Sénat, que la relation entre un homme et une femme, tenez-vous bien, c'était une violation de l'amour, une violation des droits de l'homme. Lorsque le projet de loi a été voté, il y avait des groupes de manifestants lesbiennes devant l'Assemblée nationale qui scandaient « À nous le mariage, à nous l'adultère ». À nous le mariage, à nous l'adultère. Et donc on voit bien que chez ces gens-là, l'idée c'est vraiment d'effacer tout ce qu'on pouvait comprendre comme étant constitutif du mariage, homme-femme, de faire exploser de l'intérieur ce système pour arriver à ce qu'on appelle l'indifférenciation totale des sexes. Et je reviendrai peut-être, si on me pose des questions là-dessus, à cet égard. Alors le danger, il est concret et il est extrêmement présent. Parce que quand on regarde sur le plan juridique, ce qui est en train de se passer depuis maintenant 2 ans en France, mais c'est quelque chose qui vient de plus loin, on s'aperçoit que dès le mois d'octobre 2012, un programme complet du gouvernement a été adopté pour promouvoir cette vision, consistant à dire que chacun se choisit, homme ou femme, et peut décider d'être indifféremment l'un ou l'autre. Et je terminerai simplement pour répondre à cette question en disant que quand on regarde, y compris sur Internet avec le Wiktionnaire, qui est un petit peu le pendant de l'encyclopédie Wikipédia, et si vous tapez identité de genre sur ce réseau Internet, vous allez tomber sur la définition suivante. L'identité de genre, ça consiste à avoir un sentiment d'appartenir à l'identité féminine, masculine ou autre. Alors autre, je ne sais pas, autre, indépendamment du sexe qu'on a génitalement et indépendamment de l'orientation sexuelle que l'on peut avoir pour des hommes ou pour des femmes. Ça veut donc dire, pour que vous compreniez bien ce que cela signifie, que quand on tient l'idéologie du genre comme l'avenir de la société, on affirme
qu'un homme peut décider d'être une femme, d'avoir une identité féminine, et ensuite, s'il va avec une autre femme sur le plan sexuel, il sera une lesbienne. Vous avez bien entendu. Parce qu'il n'y aura plus de définition liée à la qualité sexuelle et génitale des personnes, tout sera déterminé par la conception que l'on se fait de sa propre identité. Et c'est pour ça que quand vous prenez l'affiche que j'ai ici, entre bien d'autres documents, cette affiche-là, malheureusement, vous ne la verrez peut-être pas très bien, c'était l'affiche que le gouvernement a choisie l'année dernière pour la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Et que dit cette affiche? Elle dit « naissance d'un bébé, présumé hétérosexuel ». Présumé hétérosexuel. Ce sera à lui de décider s'il est homosexuel, s'il est bisexuel, s'il veut changer d'identité. Donc dans les campagnes officielles du gouvernement, désormais, c'est toute cette théorie, toute cette idéologie qui est véhiculée. Donc ça a le mérite de la clarté. Ensuite, donc Damien ou Madame Ajebli, donc qui voudrait donc rapidement réagir. Bonjour à tous. Alors je vais peut-être d'abord me présenter, très rapidement présenter le courant pour une écologie humaine. Donc moi je m'appelle Damien Tempé, j'ai 39 ans et 6 enfants, j'habite à Lille. Voilà, en effet j'ai été responsable de la Manif pour tous de la province du Nord, une dizaine de départements. Le courant pour une écologie humaine a été fondé en juin de l'année dernière par Tugdual Derville, Pierre-Yves Gomez et Gilles Herrière-Dubreuil. Et son objectif, c'est de promouvoir la défense de la dignité humaine, à commencer par le plus faible et le plus vulnérable. Et tout l'homme, prendre soin de tout l'homme et de tout homme. C'est un mouvement qui est multiconfessionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas aconfessionnel, le A privatif où on enlèverait l'homme de sa religion, mais il considère l'homme avec sa religion. Et c'est un mouvement, c'est un courant d'action et de pensée qui vise à se transformer chacun soi-même pour changer ensuite la société et dans plein de domaines différents. Ça va de l'éducation à la finance, à l'entreprise, à la santé, à la famille, bien sûr. Voilà, donc on se réunit en petits groupes et tous ceux qui veulent sont invités et peuvent me contacter évidemment pour ça, pour partager autour des sujets d'intérêt et des pratiques, des bonnes pratiques, des pratiques de bienveillance ou des pratiques de malveillance pour trouver des solutions assez pratiques. Voilà. Donc c'est en fait une résurgence, enfin une ouverture qui étend le grand mouvement social qu'on a vu surgir et auquel vous avez certainement participé depuis 2 ans. Donc qui ouvre également sur le champ politique, par exemple. Voilà. Alors par rapport à la famille, aux menaces sur la famille, pour moi d'abord, la famille, c'est le lieu d'apprentissage où on va apprendre à prendre soin du plus faible. Alors ça commence par, alors je m'adresse particulièrement aux pères de famille, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier moment où vous avez tenu dans vos bras votre premier enfant à sa naissance, c'est là qu'on prend conscience à la fois de notre responsabilité, de cette fragilité, de qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour défendre ce petit être qu'on a dans nos bras. Voilà. Et donc ça commence comme ça, tout simplement. Et c'est là que je pense qu'on se rend compte aussi que le bonheur vient du fait de prendre soin d'un plus faible. Et puis, à l'autre bout de la vie, c'est dans la famille. Enfin, 90% des gens veulent mourir, finir leur jour chez eux. C'est pas à cause de la couleur des rideaux qu'ils ont choisi. C'est parce qu'ils vont être au milieu des leurs, au milieu de leur famille. C'est là qu'on se sent aimé de manière inconditionnelle. Hein, et l'homme a été créé pour aimer. Donc c'est là c'est dans sa famille qu'il va accomplir sa vocation. Et donc au milieu des siens. Donc les menaces sur la famille, c'est quoi? Pour moi, c'est d'abord l'individualisme. Hein. Et donc l'individualisme, c'est-à-dire, eh bien, c'est beaucoup plus confortable pour moi, pas de prendre ma vieille mère à la maison, mais plutôt de la mettre dans une maison de retraite ou je ne sais pas où, dans une structure collective, hein, et de sous-traiter
le fait d'en prendre soin à d'autres personnes. Donc, même chose pour les enfants, mes jeunes enfants, les mettre dans une structure collective qui va s'en occuper. Voilà, donc ça va peut-être m'apporter plus de confort, mais on n'a qu'une vie, hein, là aussi. Donc cet individualisme, eh bien, à chaque fois par rapport à une menace, je mets en contrepoint une source d'espérance. Et on a vu plein de gens se lever depuis 2 ans, pas pour défendre leur propre intérêt. Personne n'a défendu son intérêt dans ces manifestations, mais l'intérêt du plus faible. Donc ça, c'est une grande source d'espérance. Et la deuxième menace sur la famille, c'est les idéologues. Les idéologues qui pensent qu'ils savent ce qui est bon pour vous, mieux que vous. Et donc, ils vont utiliser tous les ressorts qui sont à leur pouvoir, les ressorts de l'État, les ressorts de l'éducation, pour promouvoir leur idéologie. Voilà, donc nous, ce qu'on souhaite pour résister à cette idéologie, à cette menace sur la famille, bien sûr, c'est la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'éducation, qui sont des libertés de base et qui sont fondamentales et qui vont permettre de faire des belles familles, des familles qui vont permettre de former elles-mêmes des futurs parents, des bons pères et mères de famille, et des bons époux et épouses. Voilà. Merci Damien. Donc, Fathia, donc, par rapport justement à cette question, alors on revient sur la question de l'inquiétude aujourd'hui sur le thème de la famille. Je rappelle que notamment la Manif pour tous, les JRE, des choses comme ça, ce sont des événements, et surtout la Manif, donc des événements qui ont eu l'ampleur sur le plan de la participation pratiquement de mai 68. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'a pas touché ici quelque chose qui inquiète la totalité, je dirais, de la communauté nationale? Est-ce qu'on n'a pas touché un point, et d'ailleurs il n'y a pas qu'en France où cette inquiétude s'est développée, produite? On sait qu'en Europe, aux États-Unis, etc. Alors cette inquiétude, est-ce qu'elle a lieu d'être? Est-ce que déjà, nous ne sommes pas déjà un peu en crise diversifiée, je dirais, dans le côté sociologique de cette crise? Est-ce que le fait de toucher à la famille, on ne touche pas à quelque chose, à un point vraiment sensible autour duquel des confessions différentes, confessions ou même pas confessions, vous pouvez avoir des gens qui étaient même athées, etc., mais on touche à quelque chose où l'homme sent qu'il y a un équilibre dans lequel il a cheminé et qu'il sent aujourd'hui un peu menacé. Qu'il passe par l'école, par la rue, par la mairie, le mariage civil, par énormément je dirais, de stations dans lesquelles on se pose la question sur le fait qu'on est en train de toucher à un socle commun, un socle fort qui, comme on l'a entendu dans la conférence qui nous a précédé, tient lieu de stabilité par rapport à toute la société. Oui, alors effectivement, il s'agit pour moi de prendre une position à partir d'un angle de vue sociologique, mais c'est vrai que j'ai quand même envie de commencer en reprenant une formule d'Émile Durkheim qui disait que quand on parle de ces choses-là, ou ces choses-là nous sont tellement intimes que lorsqu'on en parle, on met un peu de nous. Donc mon propos n'est pas entièrement objectif, il est aussi imprégné de ma propre représentation de la famille, de mon identité de croyante, etc. Reste que, on peut dire de façon tout à fait significative que la famille inquiète, mais que paradoxalement, elle a toujours inquiété. D'aussi loin qu'on remonte sur les évolutions que la famille a connues, il y a toujours eu des inquiétudes. Donc je dirais que c'est quasiment symptomatique de la réflexion autour de la famille que de s'en inquiéter. Alors une fois que j'ai dit ça, je remets un petit peu de proportion dans les propos qui nous concernent, à savoir que la question, c'est principalement la question du mariage homosexuel et surtout de la problématique de l'homoparentalité qui nous inquiète, dans la mesure où elle vient déplacer un certain nombre d'équilibres sur lesquels était fondé notre système de parenté. Mais juste quelques niveaux de proportion, parce que je trouve que les chiffres ont le mérite de nous ramener à des réalités. Je l'ai dit dans mon intervention ce matin, le modèle du couple hétérosexuel marié prédomine encore.
76% des couples qui se sont déclarés en 2011 étaient des couples hétérosexuels mariés. Donc je trouve que ça mérite déjà de dire qu'effectivement, le mariage tel que nous le connaissons et que nous le définissons, c'est-à-dire le mariage traditionnel composé d'un homme, d'une femme et qui aboutit sur la naissance des enfants, est effectivement concurrencé par d'autres modèles. Et le modèle du couple homosexuel et de l'homoparentalité vient s'inscrire dans un paysage déjà pluriel. En revanche, là où peut-être les inquiétudes se font plus précises, c'est qu'effectivement, nous sommes passés d'un système où effectivement la notion de l'alliance, de la sexualité et de la parenté était étroitement liée. Or aujourd'hui, la perspective, alors on parle de débiologiser la famille, débiologiser la famille. Et toute la problématique, et j'ai envie de dire, si on devait résumer les questions ou les débats qui nous occupent, c'est le rapport entre nature-culture. La famille est prise dans un débat qui relève de la nature-culture. Alors, il a été question du gender. Là aussi, je préfère préciser plus ou moins ce dont on parle parce qu'il y a l'idéologie du gender, mais le gender, pour les sociologues, pour les chercheurs en sciences sociales, c'est d'abord un champ de recherche académique qui n'est pas inintéressant, et qui vise à déconstruire les rapports de sexe et qui, par exemple, vient nous expliquer comment se fait-il que quand on arrive à certains milieux socioprofessionnels, on trouve plus d'hommes ou plus de femmes. Par exemple, très 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 peu de femmes qui arrivent à être commissaires-priseurs. En revanche, des milieux professionnels qui sont très très féminisés. Donc ces déconstructions-là sont intéressantes, je dirais même pour nous, musulmans. Je pense qu'elles ont l'intérêt de faire avancer les choses. Et donc, il ne faut pas, sous prétexte de vouloir trop vite trancher le débat nature-culture, de dire que tout est naturel dans la famille. La division des tâches domestiques a été aussi questionnée, a été remise en question. Et elle a abouti à plus d'égalité entre les femmes. Donc, vraiment, je pense que c'est autour de l'enfant, si je pense pouvoir être d'accord avec tout le monde, c'est autour de l'enfant et principalement de sa filiation que la question est posée. Je vais peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit pour manifester un certain désaccord. Et c'est l'objectif d'une table ronde, c'est de dialoguer, bien sûr. Moi, je suis beaucoup plus incisif que vous l'êtes. Je suis beaucoup plus incisif parce que c'est vrai que beaucoup de gens qui aujourd'hui disent qu'on fait trop de bruit autour du gender nous disent attention, il y a des études de genre et ces études de genre sont nécessaires pour identifier justement des chemins qu'on prête d'office dès la naissance à des petites filles et d'autres chemins que l'on prête d'office dès la naissance ou même plus tard aux petits garçons. Mais je crois qu'il faut rappeler deux éléments ou trois. Premier élément, c'est que nous n'avons pas besoin des dits théoriciens du gender pour nous interroger sur ce type de difficultés. Je veux dire par là que lorsque nous constatons que les tâches, par exemple ménagères, ne sont pas réparties comme elles le devraient compte tenu de la situation de l'épouse, de sa santé ou que sais-je, nous n'avons pas besoin du gender. C'est une réflexion de pur bon sens que nous faisons qui prend simplement en compte la dignité de la personne. Et ce qu'il faut voir, c'est que les théoriciens du gender, eux, lorsqu'ils s'appuient sur des philosophes ou des sociologues ou des psychanalystes, c'est toujours la même origine, celle qui vient notamment de la France, des penseurs comme Deleuze, Derrida, Sartre, Lacan. Et pour eux, les études de genre, entre guillemets, n'ont qu'une fonction, c'est donner une sorte de présentation acceptable pour une revendication qui est beaucoup plus importante, qui est la toile de fond de ce qu'ils sont en train de préparer, et qui, elle, consiste à vouloir substituer au modèle que l'on peut connaître de l'homme, de la femme qui se rencontrent pour avoir des enfants, un modèle qu'ils qualifient eux-mêmes de sexualité perverse et polymorphe. Je crois que c'est intéressant de vous faire juste une citation parce qu'on ne sera convaincant que si l'on fait de telles citations. Oui. J'ai ici la proclamation de principe de l'une des tenantes de l'idéologie du gender. Elle nous dit, et ça rejoint ce que vous disiez d'ailleurs, parce que nous sommes d'accord sur l'essentiel, bien sûr, je vais simplement plus loin que vous, elle nous dit la chose suivante, il faut la suppression de la famille biologique. Et la suppression de cette famille biologique fera aussi disparaître l'obligation de procéder à la répression sexuelle. Attendez bien la suite. L'homosexualité masculine, le lesbianisme... La répression sexuelle, c'est le fait d'empêcher quelqu'un en fait. De choisir son identité. C'est l'éducation parentale actuelle, en fait. Oui, ils vont considérer qu'aujourd'hui, mais même c'est au-delà,
pour eux, ils vont considérer que le simple fait de dire qu'un petit garçon, compte tenu de son sexe, va a priori avoir des habitudes, va avoir une attitude dans la société différente de celle qu'aura une fille, c'est déjà de l'oppression sexuelle. C'est déjà de l'oppression sexuelle. Donc ils nous disent l'homosexualité masculine, le lesbianisme, les relations sexuelles extramatrimoniales ne doivent plus être considérées de manière libérale comme des options alternatives. Il faut aller plus loin, ajoute-t-il. Au lieu de cela, donc, même les catégories d'homosexualité et d'hétérosexualité seront abandonnées. L'institution même des relations sexuelles où l'homme et la femme exercent un rôle bien déterminé disparaîtra et l'humanité pourra enfin revenir à sa sexualité perverse, polymorphe. Donc on a bien l'idée qu'il faut créer un monde nouveau dans lequel la sexualité prend toutes sortes de formes. Et d'autres tenants de cette idéologie disent très clairement, nous voulons sortir, écoutez bien les termes, nous voulons sortir de la division sexuelle du travail dans laquelle la femme est mère. Et ce qu'il y a derrière, et notamment avec tous les discours sur la parité, sur les distorsions entre les salaires des hommes et des femmes, ça consiste à dire, chaque fois que l'on admet par exemple qu'une femme cesse de travailler pour porter son enfant, elle perd sa liberté, elle perd sa dignité. Parce qu'en portant son enfant, en prenant du retard dans l'avancement par exemple de la fonction publique ou autre, elle aliène sa liberté et elle se met dans une situation d'infériorité vis-à-vis de l'homme. Et donc il faut arriver à une société dans laquelle les femmes puissent ne plus porter eux-mêmes leurs enfants. De même, les hommes doivent pouvoir avoir des enfants de façon à ce qu'il n'y ait plus cette division sexuelle du travail où la femme est mère et l'homme est père. Et tous les théoriciens, entre guillemets, parce que ce n'est pas une théorie, c'est complètement inventé, ça ne repose sur aucune expérience scientifique, s'accordent en fin de compte sur cette volonté totale de destruction de notre société telle que nous la concevons pour instituer un autre modèle social. Et donc, quelque part, si je peux me permettre, la GPA viendrait peut-être régler le problème de la grossesse de la femme qui pourrait être à l'origine de l'enfant sans en être la porteuse en fait. La GPA n'a pas d'autre raison d'être. Elle pourrait continuer à travailler donc, et ne pas Tout à vivre fait. la grossesse qui viendrait la stigmatiser quelque part. Bien sûr. En fait, la GPA n'a pas d'autre raison d'être. C'est pour ça qu'elle fait partie d'une revendication fondamentale avec le mariage homosexuel, parce que ça va plus loin que le mariage homosexuel. La GPA, sa seule raison d'être, sa principale raison d'être, telle qu'elle est aujourd'hui présentée, avec les usines qui existent aujourd'hui, vous le savez, des usines en Inde, vous avez 800 femmes, 2000 femmes, que dis-je, qui portent les bébés de couples occidentaux et qui touchent environ 5 à 6 000 $ par an pour cela, pendant que le patron de l'usine, lui, encaisse 20 000 $, évidemment. Et bien donc la GPA, elle est faite pour permettre aux femmes de ne pas cesser de travailler en faisant inséminer artificiellement une autre femme qui va porter le bébé pour elle. Et à ce moment-là, pour ces théoriciens, entre guillemets, elle sera complètement libérée. Bien. Facia, peut-être, vous préférez... Oui. Juste la distinction pour moi est essentielle entre les studies gender, les études de genre et l'idéologie de genre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dans le gender mais qui ne sont pas forcément porteurs de cette idéologie. Donc c'était important pour moi de bien distinguer les choses et effectivement reconnaître qu'il y a une idéologie, d'ailleurs qu'on retrouve dans les propos de Françoise Héritier, qui effectivement prône que l'aboutissement du féminisme doit amener à une indistinction des sexes. Donc c'est quelque chose qui existe, je vous le concède volontiers. Alors il y a quelque chose qui peut être aussi intéressant, je pense, dans les projections que nous amène à faire l'homoparentalité, c'est l'introduction de la valeur marchande dans les familles. Puisque jusqu'à maintenant, pour les économistes, la famille est un espace, une unité de consommation. On parle de ménage parce que ce sont des unités de consommation. L'introduction d'un marché autour du fait de se procurer un enfant va effectivement introduire une valeur marchande qui est nouvelle puisque la famille reste, jusqu'à preuve du contraire, le seul espace dans la société où effectivement le soin que la maman porte à ses enfants, le fait que le papa garde les enfants, tout fonctionne sur la gratuité. Donc effectivement, là, il y a à s'interroger sur le prolongement d'une idéologie matérialiste qui vise effectivement à marchandiser un certain nombre de choses. Mais sur les inquiétudes, j'avais quand même envie de ramener la proportion. On n'est pas encore dans une société où le modèle homosexuel prédomine. Alors il y a peut-être des lobbies qui sont puissants et agressifs, certainement. Moi je dirais que si on avait à s'inquiéter aussi, c'est de la culture,
les messages qui sont véhiculés par la culture médiatique et qui sont vachement agressifs par rapport à la famille. Je veux dire, quand on regarde les scènes quand on essaie par exemple de regarder un petit peu ce que ça représente, la famille traditionnelle, le mariage, l'autorité parentale dans les films par exemple, on s'aperçoit qu'il y a quasiment une censure du mariage. On s'aperçoit plus que ça que sur la plupart, je vais me risquer à un chiffre, 80% des scènes où on montre un peu de tendresse, d'affection, voire de passion amoureuse, sont essentiellement des scènes hors mariage. Donc il y a beaucoup d'agressivité et je pense que la famille est plébiscitée par les Français, si je m'en réfère à l'enquête sur les valeurs des Français qui avait lieu entre 2005 et 2008. Les Français plébiscitent la famille, mais ils vivent entre deux univers. Un univers où le bonheur familial, où la famille est une étape indispensable au bonheur, mais en même temps dans une culture notamment médiatique où effectivement la famille est agressée. Donc je pense qu'il y a plus qu'à voir, il faut élargir la réflexion même sur la façon dont on se représente le couple marié par exemple dans les médias. Je partage ce que vous dites. Je pense qu'on essaye de nous intoxiquer en nous expliquant qu'on est des familles anormales et qu'on serait minoritaire. En fait, 80% des familles en France, 80% des enfants vivent avec leurs deux parents. C'est ça la majorité, la réalité. Hein. On essaierait de nous faire croire l'inverse. Voilà. Et quand on entend tout ça, on a envie de se dire, mais ils sont tarés, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Pourquoi sont-ils aussi méchants? Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le pourquoi, en fait. Moi, j'ai l'impression que ces idéologies, elles sont basées sur un homme tout-puissant, un homme qui veut dépendre de personne, qui veut être auteur de la vie, qui ne supporte pas de ne pas maîtriser à 100% la vie, et que du coup, qui utilise les outils de l'État, de l'éducation, etc., pour reprendre le contrôle, qui ne supporte pas non plus que la famille est un rôle éducateur propre, hein, les parents premiers principaux éducateurs des enfants. On a parlé aussi de à qui appartiennent les enfants. Donc M. Payon nous explique que les parents appartiennent à l'État et que c'est le rôle de l'État de les arracher aux stéréotypes de genre et autres, sociaux, religieux, etc. Voilà. Les enfants, évidemment, n'appartiennent pas à l'État. Les enfants n'appartiennent pas non plus à la famille. Les enfants n'appartiennent à personne. Et personne ne peut en disposer. Ce n'est pas une marchandise, ce n'est pas quelque chose dont on peut disposer. Voilà. Donc les enfants ont une dignité de leur premier à leur dernier battement de cœur. Ils sont d'égale dignité, quel que soit leur rôle d'ailleurs. Et quel que soit ce qu'ils apportent à la société, hein, ils ont la même dignité. Donc on a à préserver voilà, et à promouvoir cette dignité de tout homme. Alors, Fatia, est-ce que je peux rebondir très rapidement? Juste un moment avec Fatia, j'arrive vers vous. Est-ce qu'on ne passe pas ici quelque part du problème qu'on avait avec la femme objet à un moment donné dans la société vers l'enfant objet, c'est-à-dire l'enfant. Alors maintenant, on a vu quelques affiches parfois provocatrices avec un caddie de supermarché et puis des bébés dedans. On va chercher un bébé, un garçon, une fille, etc. On va acheter quelque part un bébé. Est-ce que la question, par exemple, de la PMA, alors je dis les abréviations, PMA, c'est la procréation médicalement assistée, la GPA, c'est la grossesse pour autrui. Hein, c'est un peu la location, si je peux dire, c'est le bail 9 mois pour la mère porteuse qui va rendre ensuite l'enfant à une famille. Donc en fait, on était sur la question de la GPA pour les couples de lesbiennes, quoi, de deux femmes, de homo au féminin. Et donc on était sur le fait de la passer, cette loi de GPA. Est-ce que nous n'avons pas fait l'économie sur un plan psychologique, sociologique, de l'impact, si je peux appeler ça l'étude d'impact, avant de légiférer ou avant de donner la possibilité est-ce qu'on s'est mis à la place, comment évolue un enfant sans père, avec deux mères en fin de compte, puisqu'on a parlé même de l'enfant qui arrive et qui remplit à l'école au moment de son inscription, ou au début de l'année,
nom du père, nom de la mère, parent 1, parent 2. Donc, est-ce qu'il y a eu des études de fait ou est-ce qu'on s'est lancé parfois comme ça dans des projets ou des projections de loi qui ont fait le raccourci et l'économie de cette étude d'impact, si je peux l'appeler comme ça? Alors, l'enfant objet, je pense qu'on n'est pas là. L'enfant est objet de désir, mais il n'est pas chosifié. Je pense en tout cas à l'heure actuelle dans la société. Il est intensément désiré. Il est aussi aujourd'hui le cœur de la filiation, c'est-à-dire que c'est autour de l'enfant qu'on construit la famille, là où autrefois on construisait la famille autour du mariage. Aujourd'hui, comme le mariage est en déclin, c'est l'enfant qui établit le lien entre des individus qui n'avaient aucun lien auparavant. En revanche, la transition, si tant est qu'elle soit bien engagée, elle est plus au niveau du droit de l'enfant au droit à l'enfant. Le glissement s'opère pour l'instant là, puisque la façon dont sont formulées les revendications des familles homoparentales, c'est d'avoir un droit à l'enfant. Et donc la question, c'est comment intégrer la problématique de l'intérêt des enfants quand ils sont l'objet du droit. C'est-à-dire, on a droit à des enfants, mais comment penser leur intérêt quand ils ne sont plus que l'objet d'un droit? Et ça, c'est quelque chose qui va nous occuper pendant, je pense, un petit moment. Les sociologues ne se sont pas beaucoup penchés sur les résultats de l'éducation d'un enfant lorsqu'il grandit dans une famille homoparentale. Ils ont déjà beaucoup à faire avec les enfants qui grandissent avec un seul parent ou qui grandissent dans des familles recomposées. Et pour l'instant, la littérature sociologique tend à indiquer que l'appartenance de sexe des parents, même si elle est la même dans une famille homoparentale, n'a pas d'incidence directe sur la façon d'élever l'enfant. Donc on n'a pas d'enquête ou de résultats, à ma connaissance en tous les cas, qui puissent permettre de répondre à ces questions-là. En revanche, les préoccupations des sociologues viennent véritablement se poser sur, je disais, ce changement qui est en train de s'opérer sous nos yeux et qui tendrait à faire évoluer notre système de parenté, qui est un système de parenté qui est passé de la filiation, de l'alliance, à la filiation aux enfants et qui risque aujourd'hui d'être remis en question puisque ce ne serait plus l'enfant qui fait le lien entre les individus. Bien. Patrice André, donc... En fait, moi j'ai envie de répondre à cette question par du réel. Quand j'étais à la première manifestation, j'y étais avec un de mes fils, Jean-Joseph, qui avait 10 ans. Et il y a un journaliste qui pose des questions et qui lui pose une question et qui lui demande « Mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu es à la manifestation ?» Alors il dit je pense que chaque enfant a le droit d'avoir un papa et une maman. » Alors le journaliste, il creuse « Mais pourquoi ça ne serait pas bien d'avoir 2 papas ou 2 mamans ?» Et mon fils a répondu quand je passe une journée avec mon papa, eh bien, ce n'est pas la même chose que si je passe une journée avec ma maman. Il ne va pas m'apprendre les mêmes choses, on ne va pas faire les mêmes choses. Et voilà, enfin, je pense qu'on peut demander à tous nos enfants, voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. Merci Damien. Patrice André. Oui. 3 observations, nous sommes bien sûr là encore d'accord. Je vais aller un peu plus loin encore, à nouveau comme tout à l'heure. Alors peut-être une précision. J'ai démissionné de mon poste de président de tribunal au mois de septembre. Je ne suis plus magistrat. Je suis le premier objecteur de conscience dans la magistrature qui n'a pas voulu appliquer la loi Taubira. Je suis désormais avocat. Ça me semble important de le dire. Bravo. Et ça n'a pas été une décision facile. En général, c'est dans l'armée les objecteurs de conscience, le plus souvent. Alors, ce que je voudrais dire simplement, c'est que là, il faut aller plus loin sur le plan philosophique. Ce qui est en train de se passer a des origines qui nous font remonter au moins à Rousseau. Rousseau, dans un texte fondamental qui s'appelle « De l'origine de l'inégalité », commence sa démonstration en disant « Je ne vais pas partir de l'expérience. L'expérience ne m'intéresse pas. L'homme dont je vais vous parler n'a sans doute jamais existé. Mais je vais quand même vous le décrire parce que c'est l'homme idéal que je veux créer. » Ce que font les tenants aujourd'hui de la révolution sociale à laquelle nous assistons, c'est la même chose. C'est-à-dire que la nature tout entière que nous avons devant nous montre que la procréation, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme, que c'est cela la famille et que c'est cela qui donne lieu à la naissance d'enfants. Et eux, ils disent, mais nous ne voulons pas savoir cela. Nous ne voulons pas nous laisser impressionner par ça.
Je vais vous dire simplement à nouveau une citation pour que vous voyez à quel point tout cela est concret. Voici ce que dit Madame Collin, qui est une Française récemment. Elle dit « Il ne s'agit pas de contester une vérité historique ou ethnologique avérée dans le passé, mais d'en contester le caractère inébranlable. Comme si le passé commandait l'avenir, et pour cela nous voulons développer une action transformatrice qui sape le principe de ce passé. Il s'agit de prouver par l'action la caducité d'un fait universel. Donc ils veulent prouver par l'action que le fait universel de l'homme et de la femme doit disparaître. Donc ça, c'est très important. Et je dirais que quand on parle des études, pour savoir si les choses ont été étudiées en ce qui concerne la façon dont les enfants vont être pris en charge dans un couple homosexuel, je pense à la réaction de 2 journalistes lors d'une conférence que je donnais au Maroc, 2 journalistes manifestement d'ailleurs lesbiennes, et qui m'ont posé la question en disant « Mais sur quoi vous appuyez-vous pour mettre en garde contre un enfant élevé par 2 parents de même sexe ?» Et je leur ai répondu la chose suivante, et je crois que c'est fondamental, ce n'est pas à moi de faire des études dans ce sens-là. Si je réponds à votre question, j'admets que ce que vous dites a une valeur scientifique quelconque. Or, ce que vous dites n'est fondé sur aucune expérience. Aucune expérimentation ne permet de savoir comment ça se passe lorsque les 2 parents sont de même sexe. Donc ce n'est pas à moi de vous démontrer que ça irait bien si c'était le cas, c'est à vous de me démontrer que ça n'irait pas mal si c'était le cas. Parce que sinon, nous acceptons de rentrer dans le système psychologique et philosophique de l'adversaire. Et ça me semble important, et c'est pour ça qu'il faut toujours les mettre en question sur leurs études, et je vais vous faire une confidence, leurs études n'existent pas. Car les spécialistes de la question, je pense notamment au professeur Xavier Besançon dans l'Est de la France, ont montré que les prétendues études reposaient sur des échantillons misérables de quelques dizaines de personnes, choisies dans des conditions d'opacité complète. Et je vais vous donner un exemple concret pour terminer. Lorsque le gouvernement, en octobre 2012, a arrêté son programme complet d'où vient ce que vous avez décrit notamment, c'est-à-dire la multiplication de médias qui font du matraquage sur les situations familiales et autres, lorsqu'on a mis en place donc, le mariage homosexuel, il s'est fondé sur un sondage. Nous avons demandé les références de ce sondage qui nous déclarait qu'un homosexuel sur 4 avait été victime de violences. Et on a été incapable de nous renvoyer, sauf après plusieurs mois de négociations, à autre chose qu'un unique sondage Ipsos commandé par le magazine Têtu. Et quand nous avons examiné ce sondage après de grosses difficultés, nous avons constaté, tenez-vous bien, que les réponses sur lesquelles s'est fondée donc toute l'action gouvernementale depuis, c'était celle de 250 personnes en France, qu'on a choisies on ne sait pas comment, et dont on n'a fait aucun recoupement entre leurs déclarations selon lesquelles elles avaient été victimes de violences avec une quelconque déclaration auprès de la police, ne serait-ce qu'une main courante auprès des services de police. C'est donc l'arbitraire le plus complet. Il n'y a pas d'études dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler de théorie du gender ou de théorie pour ces gens-là, parce que nous sommes dans l'arbitraire le plus total. Bien. Messieurs, dames, il n'y a pas d'axe, je dirais, politique dans la table ronde, mais juste une question comme ça entre nous. Y avait-il à un moment donné de programmes destinés à être scolarisés et donc qui ont été retirés, ou est-ce que c'était simplement, on entend aussi, des rapports d'études qui sont faits par exemple par la LGBT pour être préparés, ou enfin des études pour être présentées au ministre de l'Éducation nationale par exemple, à lui de voir de quelle façon il réagirait ou pas. Et donc, est-ce qu'il a été, à un moment donné, est-ce qu'il y a des preuves tangibles, on voudrait le savoir, qui nous disent qu'en effet, à un moment donné, il y avait une théorie, qu'elle allait être enseignée à l'école et qu'il y a eu un retrait de cela. Alors, voilà, soit on sait, soit on ne sait pas. Ça m'ennuie de répondre encore, je vous laisse la parole, non? Oui, j'ai des éléments très concrets là-dessus. Il est évident que ce programme est en marche, il est évident qu'il n'a pas été retiré. C'est absolument certain. Je vais vous en donner la démonstration. Premier élément de démonstration, vous avez... Patrice André, nous ne parlons pas de la théorie, nous parlons de ce qui se passe à l'école. De l'enseigner. À l'école, bien sûr. Voilà. J'ai bien compris votre question. Premier élément de démonstration, j'ai ici une lettre du 4 janvier 2013 de M. Vincent Payon adressée à l'ensemble des recteurs qui nous dit la chose suivante. La lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, public comme privé, doit compter au rang de vos priorités. J'attire à ce titre votre attention sur la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre.
Et le programme en question vous disait dans le milieu scolaire. C'est le programme que vous pouvez trouver sur Internet. Excusez-moi, c'est signé par qui? Vincent Payon. Vincent Payon, adressé à tous les recteurs de France. Adressé à tous les recteurs de France, c'est la fameuse lettre dans laquelle il demande aux scolaires d'être invités systématiquement à aller sur la ligne Azur, qui est totalement acquise à la théorie la plus extrême du gender, et qui prévoit que dans les milieux scolaires, dès le plus jeune âge, il faudra procéder à cette éducation à la sexualité. Je cite les termes de cette lettre. Vous avez dans le programme de 2012 un chapitre complet. Dans le milieu scolaire, développer l'éducation à la sexualité et à l'égalité, et notamment en ce qui concerne les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Vous avez dans un communiqué du Conseil des ministres du 6 mars 2013, que j'ai ici sous les yeux, la proclamation suivante. Nous allons mettre en place les ABC de l'égalité pour intégrer la question de la différence entre le masculin et le féminin aux méthodes pédagogiques, et ceci en permettant aux enfants de prendre conscience de ces différences et d'en parler avec leurs parents. Et notamment un programme national sera lancé, et c'est le programme qui aboutit à la ligne Azur. Nous avons une déclaration de Mme Belkacem, qui date déjà d'octobre 2012 aussi, et qui dit qu'on va, dans l'ensemble des écoles, mettre en place une éducation sexuelle fondée sur les problèmes d'identité de genre. Nous avons des stages suivis par les ministres, notamment le ministre de l'Éducation nationale, sur cette question. Je vous renvoie à une coupure de l'Express du 16 mars 2013. Nous avons un programme complet des syndicats de l'enseignement qui propose que l'on travaille sur des livres qui s'appellent par exemple « Papa porte une robe », qu'on étudie aujourd'hui en classe. Papa porte une robe. Papa porte une robe. Philomène aide une autre fille. Et on apprend par exemple que dans une école parisienne, et il y a de multiples exemples qui sont donnés, on a fait défiler au carnaval l'année dernière des petites filles avec des pancartes. Et sur les pancartes, les petites filles portaient l'inscription « Nous voulons nous marier entre filles ». Nous voulons nous marier entre filles. Nous avons aujourd'hui Vincent Payon et Belkacem qui ont lancé officiellement ce programme, qui font des amalgames ahurissants sur les talons du roi Soleil pour dire finalement les garçons peuvent porter des talons. Et nous avons constamment une diffusion du film Tomboy, dont vous avez entendu parler, qui a été diffusé sur Arte, qui est un film dans lequel une petite fille de 10 ans se dissimule en garçon, se fait même un faux sexe de garçon avec de la pâte à modeler, et tout le film est créé sur la volonté de montrer aux enfants que leurs petits camarades à l'école ne sont pas forcément des garçons alors qu'ils ressemblent à des garçons, et ne sont pas forcément des filles alors qu'ils ressemblent à des filles. Et je terminerai juste, pour être complet dans la démonstration, que si vous allez sur le site internet du Centre de documentation régional de documentation pédagogique, qui est l'organisme officiel de l'éducation nationale en la matière, vous tomberez sur une série de conférences du 25 juin 2013, que vous pouvez visualiser. Pour combien de temps, je ne le sais pas, mais vous pouvez encore le visualiser. Et ces conférences ont tout en commun l'identité de genre et les problèmes de théorie du genre. Avec notamment une dénommée Goïti Solo qui va jusqu'à dire que dès le plus jeune âge, on essaie d'obliger les petites filles à avoir un comportement gentil, les petits garçons à avoir un comportement agressif. J'ai eu des garçons, je ne me souviens pas d'avoir éduqué mes garçons pour qu'ils aient un comportement agressif. Et tenez-vous bien pour vous montrer la folie intellectuelle à quoi ça aboutit. Cette dame, vous le verrez, allez le voir sur Internet, elle vous dit que si les petites filles sont propres plutôt que les petits garçons, c'est à cause de cela. Donc c'est parce qu'on attend d'une petite fille qu'elle soit gentille, qu'elle est plus propre, avant le petit frère qui lui mettra davantage de temps à l'être. Voyez où nous en sommes. Malheureusement, nous touchons à la fin de notre table ronde, donc je vais vous passer la parole les uns après les autres pour finir peut-être sur une note d'espoir, sur les perspectives, ce que vous voyez, donc vraiment en quelques, je dirais, secondes, pour ne pas dire minutes, une minute à peu près chacun, une minute 30, pour me dire quelles sont pour vous les perspectives, dans les perspectives à venir, comment doivent se positionner notamment nos familles, la famille traditionnelle musulmane, catholique, juive, etc. La famille classique française, même au sens classique, la famille traditionnelle française sans même aucune religion donnée. Quelles sont les perspectives à venir, les combats rapidement à mener ou le positionnement en tout cas à avoir dans l'éducation de nos enfants? Sur les sources d'espérance, pour moi l'espérance elle est immense. Déjà c'est qu'on parle de ce sujet alors qu'il y a un an, si on avait dit qu'on allait parler de ce sujet et qu'on allait avoir une assistance aussi importante, on ne l'aurait pas cru. Enfin, on l'aurait pas cru. Hein. On pensait qu'on dénonçait un complot imaginaire. Voilà.
Donc ça, c'est la première source d'espérance. Il y a eu un réveil des consciences. Et je pense que ce réveil, il a été sur toutes les couches de la population. On l'a vu, par exemple, quand on a organisé les bus, et ben, des gens qui nous ont téléphoné, des gens qui avaient, par exemple, jamais rien acheté sur Internet, des gens qui n'avaient jamais été à Paris, des gens qui n'avaient pas de carte bleue. Enfin, vraiment, c'est tout le monde, en fait, qui a participé. C'est aussi, ce mouvement a été l'occasion de se faire se rencontrer des différentes religions. Donc on a appris, on a fait connaissance, voilà, avec Rachid, avec nos amis protestants aussi en particulier. On a appris qu'on était des alliés objectifs pour la défense de la famille et de la vie. On a aussi appris qu'on avait une puissance ensemble et que eh bien, si on réussissait sur ces sujets particuliers à faire des choses ensemble, eh bien qu'on était imbattable. On l'a vu avec le retrait du projet de loi famille. Alors juste un truc, c'est qu'on ne le demandait pas, ce n'était pas notre revendication, le retrait de ce projet de loi. Nous, ce qu'on demandait, c'est le retrait de la loi Taubira. C'est toujours ce qu'on demande. Et le retrait de la loi famille, il y avait des choses bien dans cette loi famille. Voilà. Mais là aussi, on voit que c'est une manœuvre de diversion et qu'on a réussi, que ça a été une réussite grâce également au jour de retrait de l'école, au JRE, qui a fait se lever beaucoup de monde. Et donc là, on voit qu'il y a un sursaut parce qu'il y a une rupture du pacte qui lie les familles et l'éducation nationale en particulier. Et là, les parents se sont rendus compte que non, il se passe quelque chose dans notre dos, ça, c'est pas possible. On faisait confiance, on commence à plus faire confiance, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on ne va pas continuer à regarder la télé en s'énervant contre notre télé depuis notre canapé. Là, il faut qu'on fasse quelque chose concrètement pour nos enfants. Merci, Damien. Voilà. Merci, Damien. Fatia, puis après Patrice pour un mot de la fin. J'ai compris que le temps oui, tout à fait, était terminé. Simplement pour dire qu'effectivement, même si c'est l'intitulé du colloque, la famille, on a parlé des familles, on a montré le caractère composite et pluriel des réalités familiales. Elles sont à l'image, je pense, de notre société. Et je rejoins assez l'idée que des états généraux sur la famille permettraient peut-être de débusquer ce qui relève de la passion à proprement parler et d'accompagner les changements en vogue. Bien Fatia, d'ailleurs tu me rappelles, et je salue à ce titre un événement qui se passe aujourd'hui à Paris où nous étions théoriquement invités, qui est le Grenelle de la famille et qui est une synthèse d'un travail qui s'est fait dans toutes les régions avec Ludovine de la Rochère qui était invitée à la RAMN et qui s'est excusée de ne pouvoir être là parce qu'elle devait justement être à cet événement qui est une synthèse d'un travail de plusieurs mois pour un projet justement à élaborer et à présenter également au gouvernement actuel. Patrice André, donc on t'écoute. Oui, comme l'a dit mon excellent ami, je vais être très bref. L'espérance est immense, vous êtes là, l'ennemi a été démasqué, il faut simplement que vous preniez conscience de la réalité du danger. Documentez-vous, allez sur Internet, regardez sur les sites officiels, vous trouverez tous ces éléments que j'ai développés devant vous. Prenez conscience du fait que nous sommes à un moment historique parce que ce qui est en cause, c'est la survivance même de notre société fondée sur la famille traditionnelle. Voilà, merci beaucoup. Merci Patrice André. Donc je rappelle deux choses. Et je remercie tous mes intervenants, surtout celui qui est venu du plus loin. Nous sommes nordistes, donc Patrice qui est venu de Marseille. Maintenant qu'il est objecteur de conscience, donc nous allons prendre contact avec la RAMS, donc la rencontre annuelle des musulmans du Sud, où je pense que désormais il pourra intervenir, puisqu'il n'a plus cette devoir de réserve. Et nos amis seront au stand d'action citoyenne pour ceux qui veulent continuer peut-être le débat ou l'échange avec eux. Patrice André est avec nous jusqu'à 18h30 ici. Donc si nos amis, certains de nos amis veulent le rencontrer, il sera encore parmi nous toute l'après-midi. Merci de votre attention. Désolé pour le débord à la régie et à la suite du programme. On les applaudit bien fort.